partons avec notre invité, Antoine Kourouma, Monsieur Ousmane Diallo, président de l'Association des vidangeurs de Guinée. Il est déjà ici installé en studio. Bonjour Monsieur Diallo et bienvenue. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Bien, allez-y Antoine. Voilà, Monsieur Diallo, vous avez suivi l'émission d'hier il était question de la vidange de nos WC et autres. Tout a commencé par cet accident qui est survenu à Bomboli, qui a donné lieu à des morts, qui a été causé par un camion vidangeur. Les grandes gueules. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Et l'autre question, c'est comment se passe l'activité de vidange en Guinée? Merci. Je vous remercie encore pour l'opportunité que vous me donnez ce matin en tant que président de l'association des vidangeurs de Guinée et aussi en tant que directeur général d'une entreprise d'assainissement qui est spécialisée dans tout ce qui est collecte eaux usées. Donc l'entreprise s'appelle LVG Smart. Donc avant de commencer, permettez-moi de me... On va vous facturer pour la pub gratuite. C'est pas grave, merci. Donc avant de commencer, permettez-moi s'il vous plaît de présenter mes sincères condoléances au fait à tout le peuple de Guinée. Et durant ces derniers temps, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents liés à la route. Et le cas récent, pourquoi d'ailleurs je suis dans ce studio, c'est le cas de l'accident de Bomboli qui s'est passé le 23, c'est-à-dire avant-hier. À 14h précisément. Et voilà, c'était suite à un camion vidangeur qui a dérapé, au fait, qui a causé la mort à 3 personnes. Une femme et son bébé et une fillette de 10 ans. Donc je présente encore mes condoléances à toutes ces familles éplorées. Et je précise que depuis cet accident, nous, l'association, nous avons aménagé pas mal d'efforts en fait, pour accompagner dans la mesure du possible en fait, ces différentes familles dans le cadre de l'enterrement. Et aujourd'hui, le deuxième enterrement se présente. Donc merci pour l'introduction. Oui, ça c'était l'intro. Maintenant, parlons de votre activité. Comment êtes-vous organisé? Parce que hier, Jacques le disait, c'est une activité qui relève du privé. Est-ce que vous avez une entité qui est bien structurée? Ça se passe comment, la vidange à Conakry? Comment est-ce qu'on vous fait appel? Et quels sont les types de fosses Il y a déjà l'association. Comment vous vous organisez pour travailler? Ça se passe très bien. Hein. Nous avons mis cette activité, l'association en place, c'est dans le but de réorganiser cette filière, en fait, la filière de bout de vidange, qui, dans les années d'attente, c'est-à-dire, je rappelle un tout petit peu en termes d'années, en 2012, les stations de dépotage ont été arrêtées. Il y avait 2 stations de dépotage où, normalement, c'est des lieux conventionnels de l'État, où les camions vidangeurs, après avoir pompé la boue de vidange dans les différentes fosses septiques viennent déverser librement. Et donc, depuis 2012, on a arrêté ces différentes stations. Donc, mais naturellement, l'activité ne pouvait pas s'estomper parce qu'il y a les fosses qui constituent des réservoirs dans les différentes maisons qui continuent à se remplir. Donc, naturellement, l'activité... Vous voulez nous dire que l'État a fermé les 2 stations? L'État n'a pas fermé, c'était lié à beaucoup de facteurs de gestion et aussi facteurs environnementaux qui étaient là parce que les accès n'étaient pas encore très bien faits. Donc au niveau les stations étaient où? Il y a une station de la commune de Matoto et une station de la commune de Ratoma, précisément pour Matoto à Imbaya et pour la commune de Ratoma à Symphonia Casse. Donc hier, bien sûr, il y avait une précision dans ce studio où la station anciennement conventionnelle était à Symphonia Casse. C'est cette station qui a été fermée. C'est cette station qui a été fermée depuis 2012. Maintenant, depuis 2012, ces 2 stations ne sont pas opérationnelles. Mais naturellement, en fait, l'État, avec déjà l'organisation de l'association, on a eu une entente pour déjà avoir une zone tampon pour pouvoir déverser, pour limiter tout ce qui est impact environnemental. Sachant qu'avant ça, et ça c'est dans Symphonia, hier il y avait toujours la précision ici que j'ai salué bien parce qu'il y avait les informations qui sortaient, c'est derrière l'hôpital de Symphonia vers le lac, mais c'est un endroit qui est aujourd'hui un peu sécurisé. C'est vers le lac ou dans le lac? Non, c'est pas dans le lac, c'est pas dans le lac, c'est la route qui mène vers le lac de Symphonia. Le lac, ça mène vers l'université de Symphonia. Après l'université, il y a une route qui rentre vers la mangrove. Donc la mangrove, il y a un hôpital qui est là en chantier et donc c'est tout derrière cet hôpital. Une pédiatrie, hein, précisément. Donc c'est tout derrière cet hôpital, à quelque chose de 1 kilomètre où nous avons organisé l'activité de dépotage. Maintenant, bien avant d'arriver là,
L'activité de dépotage se faisait partout. Donc le dépôt le plus grand que tout le monde connaissait, c'est à côté de l'ambassade des États-Unis, le Marigot de Kakimbo, où tous les camionneurs stationnaient dans les années 2012 jusqu'à 2016, avant de réorganiser l'association. Tous les camions dépotaient là, dans la rivière de Kakimbo. Et aujourd'hui, c'est un combat déjà que l'association prend le bras le corps pour canaliser les camionneurs aujourd'hui qui partent dépoter n'importe où. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Donc l'association a pour vocation aujourd'hui de sensibiliser, d'avoir plus d'adhérents. Oui, c'est vrai je veux qu'on revenons au dépotage. Parce que hier, il y a eu un débat ici autour. Lorsqu'on a dit par exemple que c'était déversé dans la mer, j'ai vu le visage de tout le monde, chaque personne n'en revenait, de quand même disait qu'ils vont plus manger le poisson. Donc dites-nous clairement, la mangrove dans laquelle vous déversez ces déchets, est-ce que ça a un lien avec la mer? Est-ce que la mer absorbe nos déchets? Parce que la mangrove, c'est généralement... C'est carrément la mer. C'est les bras de mer qui sont là. Donc naturellement, il y a une partie qui est absorbée par la mer. Et pour vous dire que ça part un peu loin, parce qu'aujourd'hui, toutes les mangroves sont interconnectées. La mangrove de Conakry ici, c'est la mangrove de Dakar, c'est la mangrove de notre pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'en termes de salubrité, quand même, nous sommes un peu dans tout ce qui est déplacer le problème. Donc c'est ça, déplacer le problème. Parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où déverser, ça c'est provisoire si je comprends bien. Oui, c'est provisoire, c'est un acte aujourd'hui qui est provisoire. Parce que la mangrove, c'est là où se reproduisent des poissons. Depuis combien de temps vous déversez là? Nous sommes là depuis que les stations ont été fermées. Depuis 2012 Depuis normalement 2016, parce qu'avant il y avait les dépotages clandestins qui étaient là dans tout Conakry, même dans les fossés à côté ici. Tout récemment, j'ai été victime, j'ai été interpellé par la mairie de Ratoma qui avait arraisonné un camion qui dépotait clandestinement quelque part dans un quartier. Donc ça c'est notre quotidien du jour au jour, au fait, pour déjà traquer ces camionneurs qui ne sont pas déjà dans l'association. Est-ce qu'on peut dire par exemple que vous êtes oublié par l'État? Parce que si des dépotoirs sont fermés, est-ce qu'ils vous ont mis à disposition d'autres endroits pour que vous puissiez dépoter ces déchets-là? Aujourd'hui, c'est de commun accord que vous déversez là-bas aujourd'hui? Oui, c'est une autorisation provisoire. C'est déjà aujourd'hui avec toutes les directions. À l'époque, on l'avait eu avec le gouvernorat de Conakry. Donc aujourd'hui, je pense avec toutes les directions en charge de l'assainissement et les différents ministères, déjà, nous sommes en train d'identifier des zones et pour déjà ériger ces stations. Mais en plus de ça, aller plus loin, parce que quand même, c'est des infrastructures qui demandent assez de moyens. Donc on est dans la logique du partenariat public-privé pour démarcher tout ce qui est bailleur pour venir investir dans ce domaine. Maintenant, la bonne nouvelle que je devais normalement annoncer dans ce studio, c'est la réouverture, au fait, de ces deux anciens dépotoirs qui sont en cours aujourd'hui de réhabilitation normalement. Donc, si tout se passe comme prévu, nous devons normalement rentrer en ordre sous peu de temps. Oui, mais vous travaillez avec qui pour réhabiliter ces deux anciens dépotoirs? Il y a les fonds, il y a les financements je connais bien le financement de la BID, la Banque islamique de développement, dans son programme d'assainissement de Conakry. Il y a un grand volet qui est attribué à la réouverture de ces deux stations. Et en plus, ils sont allés plus loin parce que la cause fondamentale de la fermeture de ces deux stations, c'était les accès. Donc la réhabilitation de ces deux voies d'accès, je ne sais pas si précis, Somphoniacas, un camion même, la station elle était là à tout bon, mais un camion rempli, un camion de 10 000 litres avec des déchets liquides qui sont là, qui rentrait dans un quartier qui même une voiture 4x4 ne pouvait pas accéder, donc c'était vraiment pénible. Donc ça a causé une frustration carrément sur la population riveraine parce qu'il y avait des éboulements partout. Et hier j'entendais ici dire que sur le trajet il y a tout une partie de la ça se déverse. Exactement, ça se déverse, exactement. Mais aujourd'hui, par exemple, le camion qui a fait accident à Bomboli, je vous dis, c'est naturellement notre vocation de ce métier. Et d'abord social, et en tant que croyant, moi, je m'en remets. Oui, je dis d'abord, en fait, je dis d'abord social. Aujourd'hui, naturellement, c'est ramasser les caca, c'est social. C'est pas social. Non, je vous dis. C'est un but lucratif. Il y a des entreprises sociales. Non, il faut reconnaître ça. C'est un but lucratif. Bien sûr, il y a tout ça lucratif. Même les ONG. Je dis d'abord. Non, si vous permettez. Moi, ils font pas ça gratuitement. Non, je travaille sur les projets entrepreneuriaux. Je veux juste tout simplement vous dire que
toute activité sociale qui a un intérêt public, Les grandes gueules. c'est social. Non. Même s'il y a l'argent, même s'il y a un but lucratif, à partir du moment où ça a un intérêt public, c'est l'intérêt général qui est recherché, c'est une activité. Je peux vous dire que carrément à ce même s'il y a un niveau, but lucratif, Je vais juste apporter- Permettons qu'il continue. oui, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi. Ça veut pas Oui, allez-y. les entreprises sociales font de l'argent, ça, il faut le reconnaître. Donc je dis c'est le caractère d'abord social, que ça soit un peu lucratif. Maintenant, derrière, je disais que je suis croyant, donc quand on m'a appelé pour l'accident, en fait, je me suis en remis directement au destin avant de venir constater carrément ce qui s'est passé. Mais quand je suis venu sur le terrain, j'ai vu que le camion qui a dérapé, c'était un camion aujourd'hui qui est prêt de prendre la route de Conakry-Zérékoré à un seul quart de tour du moteur. Donc c'est un camion aujourd'hui qui est en bon état, qui est en très bon état aujourd'hui, qui voilà, c'est un destin, c'est le pneu de devant qui a explosé. Et généralement ça c'est des trucs très précoces aujourd'hui. Donc je me dis, vous allez voir les images, J'ai envie de poser la question, comment vous acquérez ces engins? C'est très bien, une très bonne question aujourd'hui. C'est des camions aujourd'hui qui sont achetés par des occasions généralement européennes, et des camions aujourd'hui qui coûtent excessivement cher, et des camions aujourd'hui qui respectent quelques critères environnemental au niveau déjà européen pour que ces camions soient mis sur le marché. Donc tous les investissements récents que les entreprises sont en train de faire, c'est des camions aujourd'hui qui répondent à certains critères. Je vous donne juste des chiffres. Quelqu'un ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire un investissement de 400-500 millions sur un seul camion aujourd'hui, et après ici avoir un problème. Oui, c'est ce que coûte ces camions. C'est un camion vidangeur de 10 000 litres, un camion qui a fait cet accident la dernière fois, avec juste arrivé ici, la mise en route, on est dans les alentours de 500 millions de francs guinéens. Donc moi je ne peux pas comprendre qu'avec 500 millions, un opérateur peut se permettre de ne pas acheter un pneu qui coûte à peu près 2 millions. Donc il y a tous ces facteurs. Et aujourd'hui c'est déjà l'aspect... Ça arrive. Oui, non, ça arrive. Maintenant je vous dis, aujourd'hui l'association, quand on prend un accident de trajet, généralement, quels sont les facteurs qui sont pris en compte? C'est déjà l'habilitation du chauffeur qui est là. Deuxièmement, nous avons l'état de l'engin. Troisièmement, nous avons l'état de nos routes. Et quatrièmement, nous avons le trafic. Mais donc, l'association aujourd'hui, nous nous basons sur les deux premiers facteurs. C'est quoi les deux premiers facteurs là? C'est sur l'habilitation du chauffeur. N'importe qui aujourd'hui ne peut pas être opérateur qui est assis dans un camion vidangeur, qui travaille manuellement ou bien avec... Et deuxièmement, c'est l'utilisation en fait de l'équipement de l'engin. Donc, vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, il y a des entreprises leaders sur le marché aujourd'hui qui sont compétitives au fait vis-à-vis des entreprises qui sont dans la sous-région, qui exercent le même métier. Nous avons un parc aujourd'hui qui peut avoisiner les 100 camions vidangeurs. Vous me demandez tout de suite de vous sortir carrément la flotte aujourd'hui sur un marché de camions vidangeurs. Je vous propose 100 camions qui vont s'arrêter là, et qu'aujourd'hui vous n'allez même pas justifier si réellement ces camions transportent les déchets liquides. C'est vrai, par endroit, l'ancien, on vient de loin en fait. Qui sont tous pour des privés. Des privés. Est-ce que l'État est aussi dans ça? Est-ce que l'État exerce dans ce domaine? Il a bien dit, votre collègue, c'était un service public qui est transféré au privé maintenant. Et avant, c'était les sapeurs-pompiers. L'État n'a aucun camion. L'État n'a aucun camion. Tous les camions que vous voyez, au fait, vidangeurs, ça appartient au privé. Et aujourd'hui, c'est le moment d'en féliciter ces opérateurs privés qui sont là. Pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez voir un opérateur privé qui a 5-6 camions dans son parc. Donc aujourd'hui, avec tout un arsenal aujourd'hui de mécanismes de réparation, de trucs, donc c'est des entrepreneurs qui sont là, et il y a de la matière et il y a de l'argent derrière. Donc je pense que si vous voyez, à des niveaux, nous avons passé la saison des pluies tout récemment, il y avait des zones qui sont inondées. Et aujourd'hui, inondées, quand on nous appelle pour intervenir, nous sommes l'une des seules corporations aujourd'hui à mobiliser rapidement une vingtaine de camions pour venir pomper de l'eau et dégager rapidement. Quels sont vos liens avec Poubelle de Conakry? Poubelle de Conakry, c'est une entreprise. C'est une entreprise privée, comme la mienne. LVG, c'est une entreprise privée. Et aujourd'hui, avec Poubelle de Conakry, c'est le moment de le signifier. Nous sommes sur un groupement d'entreprises qui prend carrément en charge tout le réseau d'assainissement de Kaloum. Il y a le groupement PDC LVG qui intervient sur le réseau de Kaloum. Et ça a été... Parce qu'il y a 600 regards, je crois. Il y a plus de 600, il y a 605 regards dont je connais exactement la position de tous ces regards sur Kaloum. Est-ce qu'à Kaloum, c'est pas trop rempli? Je vous dis... Vous restez comme ça, vous promenez et puis vous avez l'odeur.
Les regards sont ouverts, parfois tu vois ça. Je vous dis, c'est deux systèmes d'assainissement carrément différents. Les fosses septiques et le réseau d'assainissement qui est là. À Kaloum, nous avons la chance d'avoir le réseau d'assainissement, c'est-à-dire réseau interconnecté. Donc aujourd'hui, ça a manqué d'entretien au fait dans les temps. Il faut le dire parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Et normalement, c'est un réseau qui normalement doit avoir la présence des opérateurs à tout moment. C'est-à-dire au moment où il y a une intervention de l'éboulement, c'est un truc de veille normalement. Donc vous comprenez qu'avec plus de 10 ans, il n'y a pas eu un sou qui est sorti de l'État pour s'occuper au fait du financement d'entretien de ce réseau. Donc comment est-ce qu'un opérateur peut être efficace s'il roule sur du fonds propres? Mais est-ce que vous reconnaissez que par exemple dans votre structure, vous n'avez pas par exemple toutes ces autres associations, d'autres personnes qui adhèrent à votre structure? Du coup, il y a des gens, comme vous l'avez dit, l'exemple que vous avez donné ici, qui déversent clandestinement à des endroits inappropriés. Est-ce que vous avez un contrôle sur tout le monde? Oui, exactement. C'est un peu ça, hein, le combat des associations naturellement. C'est des associations, tu ne peux pas obliger tout le monde à y adhérer, mais l'objectif, c'est de pouvoir canaliser tous les opérateurs, c'est-à-dire que ça soit formalisé ou non formalisé dans cette association. Déjà, tout récent, avec cet accident, ça nous dit plus, hein, parce que rapidement, avec la formalisation de l'entreprise qui a eu l'accident, on a pris quand même rentrer en contact avec les différentes structures, que ce soit les assurances. L'entreprise n'était pas membre de l'association. Okay. On était là. Donc rapidement, c'est à cause de ça. La commune est venue nous accompagner parce qu'on a des conventions avec les différentes communes. Nous sommes rentrés en contact directement avec les assurances. Nous sommes rentrés en contact avec la Caisse nationale de sécurité sociale pour la prise en charge de tout ce qui est charge médicale. Donc il y a ces aspects que l'association en fait mène. Alors, je veux bien aller dans les foyers pour voir ceux qui ont vraiment besoin de ceci. On rentre dans certains quartiers aujourd'hui où c'est difficile de pouvoir se débarrasser de ces déchets. Pour beaucoup de gens, c'est parce que c'est trop, par exemple, le montant qui est demandé pour venir. Je veux comprendre la fourchette en fonction des camions. Comment est-ce que ça se passe avec les ménages très pauvres qui peuvent avoir besoin de se débarrasser de ces déchets? Quels sont les coûts? Les coûts sont relativement en fait en fonction des ménages et de l'accessibilité. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons des camions qui sont accessibles dans des zones où pratiquement il n'y a pas de route. Donc c'est des camions de petit calibre. Je veux dire, c'est des camions de 2000, 3000, 4000 litres. Donc aujourd'hui, qui sont généralement sur du 400 000 au voyage, 500 000 au voyage. Donc et en termes de rentabilité, oui, ça dépend des camions de 10 000, 12 000. Vous avez sur le marché guinéen aujourd'hui des camions qui peuvent transporter à hauteur de 20 000 litres de bout de vidange. Donc c'est des camions qui sont déjà facturés. Le premier indicateur, c'est au niveau de la quantité. Deuxièmement, c'est au niveau de la distance. Je ne peux pas convaincre avec moi. Si mon parc se trouve à côté de Espace FM, je ne peux pas facturer le client qui se trouve à Sangoya au même titre que le client qui se trouve à Koya. C'est à partir de votre base. Oui. Exactement. La distance liée à votre base. Donc plus on est proche de vous, plus moins on paye. Exactement. La raison pour laquelle aujourd'hui dans l'association, on essaie de s'approcher des clients. On essaie de dire que, OK, on développe des systèmes de communication à l'intérieur de l'association pour dire que les opérateurs les clients naturellement qui vont appeler de Kisoso sont plus proches de la base des opérateurs qui sont vers la zone de Matoto. Donc on les met en relation. Donc ça, c'est des trucs qu'on est en train d'expérimenter. Dans l'association, nous avons tout ce qui est pôle de recherche et développement. Et aujourd'hui, sur l'accessibilité, il y a un facteur. Il y a des ménages où un camion vidangeur ne peut pas pomper la fosse. Sachant que la fosse, naturellement, elle n'est pas bien faite. Donc, il y a tout ce qui est eau de toilette qui est de côté. Et il y a tout ce qui est matière fécale qui est de l'autre côté. Donc, à un certain moment, la fosse, le contenu, il est tellement compact qu'un camion pompeur ne peut pas pomper. Donc, naturellement, nous, dans l'association, nous avons des vidangeurs manuels. Donc l'association comporte des vidangeurs mécaniques et des vidangeurs manuels qui aujourd'hui sont dans la phase de la professionnalisation. Okay. Et aujourd'hui l'association locale, les vidangeurs manuels qui sont obligés qui descendent dans les fosses septiques. Ils enlèvent la dalle et qui descendent. Non, je vais vous expliquer exactement. C'est un peu choquant quand on dit comme ça. Oui, non, c'est pas choquant si vous avez les équipements qu'il faut et s'ils sont suffisamment équipés pour se protéger. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la semi-mécanisation, en fait. De la semi-mécanisation. Avant, c'est des gens qui venaient directement avec des pelles, des brouillettes dans les fosses septiques. Mais aujourd'hui, il y a des petites machines qu'on est en train d'acquérir. Donc aujourd'hui, qui ne permettent pas à la personne de descendre dans les fosses septiques. Parce qu'en plus des matières fécales donc, qui peuvent être liquéfiées, il y a souvent des déchets solides. Oui.
Ça, c'est la première problématique qu'on a. Généralement, c'est la non-compréhension de l'utilisation des fosses septiques, de les parce que les latrines à l'ancienne, il y en a qui laissent tout. Il y a tout type de déchets qu'on peut retrouver dans une fosse septique. Et l'autre question, il y a beaucoup de choses. En fait. C'est qui soulève donc le débat de savoir est-ce que justement cette association, par exemple, contribue à sensibiliser ces ménages-là. Le micro n'est pas activé. Si, c'est activé. Okay, donc, comme je disais que l'autre question donc qui peut ressortir de ce que vous disiez là, c'est de savoir est-ce que l'association aujourd'hui œuvre par exemple à sensibiliser les ménages, par exemple à travers des sports, à travers des communications, pour les permettre justement de pouvoir respecter un certain nombre de normes pour pouvoir spécifier où est-ce qu'on met par exemple les déchets quand c'est liquide, comment on fait pour les matières fécales, est-ce qu'il y a des conditions qu'il faut respecter pour faciliter le travail, est-ce que par exemple une sensibilisation comme ça est menée pour faciliter le travail de ces... Déjà ici, je pense que je ne vais pas terminer ce plateau sans beaucoup sensibiliser les gens. Déjà, je pense qu'il y a des messages qui passent depuis que j'ai commencé. Ça, c'est dans carrément l'aspect du métier. Donc aujourd'hui, dans la sensibilisation, on fait avec les moyens de bord. Et déjà sur l'image, beaucoup on essaie de jouer. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, quand je suis rentré dans ce métier, il y a mon camion vidangeur qui était dans un quartier. Il y avait les enfants derrière qui parlaient sous-sous en disant que oui, Yeotonaya. Après, je te dis rien, parce que je convoyais toutes mes équipes, et voilà, pour un début, pour comprendre exactement le métier. J'ai dit aux enfants, non, ça c'est pas Yeoto, ça c'est Bioto, carrément en fait. Donc, directement après, ça a changé d'atmosphère. Mais on ne pouvait pas cautionner qu'un camion vidangeur pouvait être bien floqué, très joli, avec un personnel très professionnel qui descende pour dire bonjour madame, est-ce que vous avez... Et après, envoyer des enquêtes de satisfaction derrière. On est habitué à oui. Mal fichu. C'est exactement c'est exactement ça. C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à cette phase de communication de masse. Donc, on essaie un tout petit peu de jouer sur les entreprises leaders qui sont là pour pouvoir communiquer autour d'eux. Et sachant qu'aujourd'hui, imaginez, il y a à peu près 100 camions vidangeurs dans Conakry. Et chaque camion vidangeur, si vous prenez par rotation, on fait au moins deux voyages par jour. Donc, ça fait beaucoup de pénétration au niveau des foyers. Donc, raison pour laquelle on utilise carrément ces mécanismes, ces opérateurs qui sont là pour déjà passer un bon message. Donc, il y a ces sociétés aujourd'hui qui sont capables de vous dire est-ce que le travail s'est bien passé. Donc, nous avons des fiches qu'on reçoit au sein de l'association pour pouvoir mesurer les impacts. Justement, parlant d'impact, il y a cette question environnementale. Il y a une question de santé publique qui se pose. Est-ce que dans vos points de dépotage, vous avez étudié la question de la santé? Parce que quand vous déversez au niveau de la mangrove, d'abord les poissons, il y a forcément un impact sur leur reproduction, mais les autres, au niveau des plages, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte des raisons pour lesquelles nos eaux sont noires et la plage guinéenne n'est pas praticable. Est-ce que vous avez mesuré un peu l'impact de cela sur notre environnement et sur notre santé? Bien sûr, on mesure toujours l'impact parce que c'est une raison fondamentale de cette association. On s'est dit à un certain moment, il ne faut pas déplacer le problème. Déplacer le problème, c'est quoi? Prendre les déchets dans une fosse septique et aller les mettre à côté. Donc, à peu près, la raison sociale, la raison environnementale quitte carrément le champ d'action. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, OK, il faut aller pour sécuriser. Mais, pour sécuriser, je pense que c'est une étape. Aujourd'hui, nous avons nous avons fermé tous les dépotoirs clandestins qui existaient dans Conakry. Et je vous dis, ça, c'est une donnée très réelle. Ça se faisait partout à Conakry. Et surtout pendant les eaux pluviales. Un camion vidangeur stationne ici, il déverse une quantité de 10 000 litres sans que personne ne s'en rende compte. Donc aujourd'hui, nous, avec déjà l'influence de l'association, nous arrivons carrément à maîtriser ces gars. Donc au niveau du dépotoir, nous avons carrément des exigences. Et des exigences, c'est quoi? Parce que déjà, il y a un intérêt financier derrière. Tu ne viens pas faire n'importe quoi et on est prêt à te radier. Le dépotage est payant? Oui, c'est payant pour permettre de réparer l'accès de la route, pour permettre d'entretenir au fait les gens qui viennent, pour sécuriser un tout petit peu. Parce que là, dans un premier temps, on avait creusé des fosses. Des grandes fosses au fait pour canaliser carrément, pour ne pas qu'il y ait des infiltrations avec directement la mangrove. Donc c'est au fur du temps, au fait, on a essayé un tout petit peu de délocaliser. Mais c'est des endroits qui sont sécurisés et qui sont veillés. Aujourd'hui, vous partez à Somponia, vous trouvez carrément des agents qui sont là pour sécuriser. Et d'ailleurs, tout ce qui est activité comment dire ça, les femmes qui font les feuilles de patate, généralement, ils sont à côté. Et nous, derrière, ils viennent nous voir.
Ils viennent voir le dépotoir pour qu'on leur donne après les bouts qui sont chassés à côté pour en faire de l'engrais. Pour en faire de l'engrais. Oui. Qui pouvait imaginer que les caca pouvaient constituer une richesse? On le sait. On le sait. Alors moi je veux savoir, est-ce que c'est après vous faites le visage comme ça? Oui. Parce que lorsqu'on parle on sait que dans la série ne se perd. Tout se transforme. On t'a dit ça à l'école. Je voulais savoir, la norme, est-ce que là c'est un moyen que vous trouvez parce que c'est le contexte guinéen? Ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans la norme, je veux dire? L'association nationale, au fait partie de l'association panafricaine des acteurs de l'assainissement, qui comporte, je pense, les derniers stats, il y avait 36 pays africains, dont moi, je fédère dans le bureau exécutif en tant que secrétaire chargé du renforcement des capacités de tous les pays africains, de tout ce qui est l'évidence. Donc j'interviens en fait dans les pays de la sous-région pour apporter le savoir-faire guinéen. Alors est-ce qu'on est dans la norme en termes de lieu, c'est-à-dire là où on n'est pas dans les normes? Non, c'est ce que je veux. C'est une question. Je veux savoir si on est dans la norme ou qu'est-ce qu'on devrait en fait faire? Il déverse dans la mer. Merci beaucoup. Ça, c'est une question déjà qui va aller à l'encontre des décideurs qui sont en train de peut-être de nous écouter. C'est pour accélérer les chantiers. Accélérer les chantiers, rendre opérationnels ces déposants de boue de vidange. Aller même loin. Aujourd'hui, quand tu prends une ville comme Dakar où il y a 14 stations, 14 stations de stations de dépotage de boue de vidange, la Côte d'Ivoire où il y en a assez. Donc aujourd'hui, les deux, je vous assure qu'après les deux, ça va être très limite. C'est comme s'il n'y avait vraiment pas. Donc la procédure maintenant vous pouvez répéter à Dakar? Vous avez 14 stations de dépotage. 14 stations de dépotage de boue de vidange. Ici, on en a 2. On en a 2 qui ne sont pas opérationnels. Donc aujourd'hui, je pense que c'est accélérer rapidement le processus de les rendre opérationnels pour déjà voir aussi ailleurs. Nous parlons que de Conakry. Nous parlons que de Conakry. Nous avons des grandes villes. Nous avons des grandes villes. Peut-être aujourd'hui. Liée aux besoins, par exemple. On est malheureusement pris par le temps. Rapidement, dernier message pour terminer. Et merci pour cette opportunité. Et déjà, je pense que ça peut encore donner confiance aux opérateurs privés qui sont des vidangeurs comme moi, de pouvoir s'affirmer et diminuer un tout petit peu. Vous nous invitez, Espace TV, avec nos caméras pour aller savoir. Vous êtes déjà venu une fois nous voir. Oui, on veut repartir, voir ce qui a avancé. C'était en 2019 pour précision. Donc revenez en 2022. Vous allez voir qu'il y a eu des avancées à ce niveau. Super. Que ce soit dans les entreprises privées, que ce soit au niveau de l'association. Je vous remercie. Ousmane Diallo, président de l'association des vidangeurs de Guinée. Merci d'être passé chez nous. Merci. Bien, l'émission continue dans un instant sur Espace TV.